Et à l'heure où les scientifiques deviennent de véritables décideurs publics, le témoignage de mon invité va vous interpeller. Bonjour Daniel Neury. Bonjour. Alors monsieur, vous nous présentez ce témoignage dans un petit livre, Des bourreaux à l'hôpital. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est que ça va trancher avec les fameux applaudissements de 20 heures auxquels nous avons assisté pendant le confinement. Pour autant, dans ce témoignage, vous revenez sur le drame que vous avez connu, le drame vécu par votre épouse en 2018. C'est donc bien avant la pandémie de Covid-19. Il faut l'expliquer tout de suite pour pas que ça prête à confusion. On est le 13 décembre 2018. Au matin, racontez-nous. Eh bien donc, je prépare un petit déjeuner pour mon épouse. Ça fait plusieurs jours que je lui avais acheté des croissants surgelés, donc je me faisais une joie de les préparer. Et puis donc, moi, comme ça prend 25 minutes, j'avais pris déjà mon petit déjeuner. Donc, elle s'assoit, elle attend, et puis je fais chauffer, etc. Et au moment, je lui sers son petit déjeuner. Et puis je suis juste à côté, derrière, dans la cuisine, à 3 mètres derrière elle. Puis tout d'un coup, j'entends un bruit, je me retourne, elle est en train de vibrer les 4 membres, je me précipite. Et elle est arrêtée, figée, les yeux ouverts, la bouche ouverte, elle ne bouge plus. Je lui demande, dis-moi quelque chose, qu'est-ce qui t'arrive? Et je prends conscience quand même qu'il se passe quelque chose de difficile, et j'appelle tout de suite le 15. Donc là, j'ai eu une opératrice qui m'a demandé de faire le massage cardiaque. Donc heureusement, je m'étais formé il y a plus de 20 ans au massage cardiaque. Et donc, j'ai fait le massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours. Bien sûr. Donc les secours sont arrivés à peu près 13 minutes après. Et donc, il est entré 6 personnes dans l'appartement. Il y avait 3 pompiers et 3 personnes du SAMU. Donc ils ont pris le relais pour prendre le massage cardiaque. La médecin, moi je savais pas, puisqu'elle était inconsciente. La médecin du SAMU me dit c'est un arrêt cardiaque. Bon. Et donc ils se sont référés, ils font différentes choses. Pendant ce temps-là, on m'occupe pour aller prendre des papiers, sa carte vitale, ses ordonnances, etc. Donc j'ai pas tout suivi. La sacro-sainte administration française, voilà, qui doit toujours prendre le pas. Et puis au moment, alors après je l'ai su plus tard, parce qu'après j'ai eu le dossier médical avec d'ailleurs des difficultés, on pourra peut-être en reparler. Et donc ça y est, le cœur est reparti. Et après un arrêt relativement long toutefois. Donc, d'après ce que j'ai compris, avec leur appareil, ça faisait 19 minutes, plus le temps d'attente avant qu'ils arrivent. Donc, on était au-delà de la demi-heure. Ce qui laisse donc présager d'importantes séquelles. Voilà. Donc, effectivement, néanmoins, le cœur a été reparti. Donc, ils ont attendu qu'elle soit stabilisée. Ils ont appelé un hôpital pour savoir si on pouvait la prendre en charge, ce qui a été fait. Et donc, elle a été sortie de l'appartement. Ils avaient un système pendant un moment qui était pour remplacer le pompier qui faisait le massage cardiaque, un système un peu automatique, qui est un brancard avec un système qui fait le massage cardiaque, bon, qui a été arrêté quand le cœur était reparti, évidemment. Bien sûr. Et puis elle a été emmenée dans l'ambulance et on m'a dit prenez votre temps, vous rejoindrez l'hôpital, on vous rappellera sur votre portable. Alors là, il y a un grand moment de flottement dès le départ. C'est difficile de savoir tout de suite où elle va aller, dans quel hôpital, où vous pouvez la retrouver. Elle me dit quand même dans quel hôpital ça va être. Et puis donc je rentre tranquillement, mais de toute façon il n'y a pas à me presser. Hein, donc oui, bien sûr. Je range les affaires, c'est là où je retrouve mon téléphone qui a été arrêté parce que je l'avais posé sur la table à la demande de la personne du SAMU, avec le haut-parleur pour faire le massage cardiaque. Et donc je vois que c'est arrêté à 13 minutes et quelques... ce qui sera confirmé quand je recevrai le dossier médical. Et donc, après, je prends ma voiture, je vais en direction de l'hôpital et en route, juste avant d'arriver, je reçois un appel sur mon portable avec un main libre, bien sûr. Et la médecin du SAMU me dit « Le voyage s'est bien passé, elle est à tel endroit, etc. » Donc j'arrive et puis donc, je me gare au parking de l'hôpital. Et puis, il y a une salle d'attente avec un interphone. Et donc, je signale ma présence. Et au bout d'un moment, il y a après beaucoup d'attente quand même. On vous fait beaucoup patienter, oui. On fait beaucoup patienter. Bon. Et on vient me chercher. Et donc là, c'est bonjour. On m'emmène dans une salle dite salle de parole, qui est une petite salle rectangulaire où il y a 5-6 sièges à peu près. Et bonjour, je suis le professeur X. Alors, c'est très, très mauvais. Hein, donc... s'il n'y a pas d'amélioration dans 2 à 3 jours, on débranche. Donc là, ce monsieur, ce médecin,
Vous dit cela, professeur de surcroît, vous dit cela alors que votre épouse est arrivée dans cet hôpital à peine 2 heures avant. Voilà, donc enfin bon, je supposais qu'ils ont les compétences pour pouvoir, mais enfin, il y a quand même une façon de dire les choses un peu moins brutale, on va dire. Et alors à ce moment-là, est-ce que vous pensez que les jours de votre épouse sont en danger parce qu'elle ne va pas survivre à cet arrêt cardiaque, ou pensez-vous qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame derrière? Ah non, je pense que soit effectivement elle est dans une situation difficile et peut-être qu'elle va décéder, soit elle va s'en sortir. Alors, à ce moment-là, elle est encore vivante. Et donc j'attends, est-ce que je peux aller la voir? Oui, on va la changer de chambre, mais attendez, bon, il se passe encore 2 heures. Et puis j'arrive, elle est dans dans un service de réanimation, elle est intubée, elle avait déjà été intubée à la maison en fait. Mm-hmm. Et là, il y a un respirateur artificiel qui l'aide à respirer, il y a des perfusions qui envoient des médicaments contre la phlébite, pour la tension artérielle, et puis, je ne sais plus, encore un autre. Avec un matelas qui la bouge, avec un matelas anti-escar, ouais. Plus des perfusions d'hydratation, enfin d'eau, de sel, de sucre, etc. Voilà, plus la mesure de la saturation d'oxygène, avec renvoyer tout ça sur un écran, etc. Alors à ce moment-là, quand vous allez voir votre épouse, vous lui parlez? Sauf qu'elle est en... Bien sûr. Bien sûr que je parle, mais que... Elle est inconsciente, elle est allongée. Oui, elle ne vous répond pas, mais vous lui parlez. Oui. Le lendemain, vous prenez de la musique sur votre téléphone, la musique qu'elle apprécie particulièrement, pour lui faire écouter. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle entend et ce qu'elle n'entend pas. Et d'ailleurs, je l'ai cité dans le livre, le même jour, vers 17h, le professeur est repassé avec une équipe, on m'a fait sortir de la chambre carrément. Et puis, le monde... Je ne sais pas s'ils ont parlé devant elle, qu'est-ce qu'ils ont dit, on ne sait pas. Et c'est pas le professeur qui m'a répondu, il m'a ignoré. Et c'est des infirmiers ou des aides-soignants qui m'ont dit « éteins à changer ». Voilà. Et donc, à partir de là, je vais rentrer dans un système un petit peu répétitif. C'est-à-dire que le soir, je vais me mettre à chercher sur Internet, à chercher des informations un petit peu dans tous les sens. Et vous cherchez à poser des questions aux praticiens qui s'occupent de votre épouse? Je pose des questions à tout le monde que je rencontre, c'est les infirmiers, les aides-soignantes, les médecins. Alors là, ce jour-là, après, il y a eu un interne. Ils disent tous, oui, c'est pas très bon, etc. Il doit y avoir une prise de sang, il doit y avoir un électroencéphalogramme. Mais je n'aurai jamais des résultats concrets, à part ce que je vois s'afficher sur l'écran, comme le pouls et la tension artérielle. Mm-hmm. Et puis la température, ça va être à peu près tout, quoi. Alors finalement, on arrive à un moment qui est pudiquement appelé, ou ironiquement appelé peut-être, cette réunion de concertation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Alors, donc il y en avait une première qui était à l'arrivée, où le fameux professeur m'a dit... La salle de parole. La salle de parole, c'est toujours la même salle. Et si dans 2 à 3 jours, c'est pas mieux, on débranche. Bon. Et donc après, tous les jours non, parce qu'il va y en avoir une le vendredi. Après, il y a le week-end. Donc samedi, dimanche, on oublie, il n'y a personne. Même pas un médecin, j'ai même pas vu un médecin. Vous dites d'ailleurs que c'est très difficile de réussir à tisser des liens, j'allais dire, avec les soignants, parce que finalement, ils changent tout le temps. Ça change tout le temps. Donc effectivement, d'ailleurs un peu plus loin, je l'explique, quand on reprend les expériences de Stanley Milgram, c'est peut-être pas non plus... Anodin, parce que ça évite de créer une relation avec ce genre d'équipe, quoi. Et donc, tous les jours, je vais avoir une réunion, il va y avoir un médecin, un interne, infirmier, infirmière, aide-soignant, aide-soignant. Donc, ils sont 4 ou 5 en face de moi, évidemment, tous en blouse blanche, et je suis tout seul en face. Et en gros, on m'explique que, oui, il n'y a pas beaucoup de réactions, pas de réaction stimuli, faible activité cérébrale, c'est à peu près tout ce que je vais savoir. Apparemment, le cœur marche très bien, donc il est reparti, tout est impeccable de ce côté-là. Et donc là, il est question de débrancher le fameux respirateur artificiel. Tout de suite, on cherche quand même à m'amener, puis petit à petit, on me dit, oui, il va falloir... elle en a de moins en moins besoin, finalement, elle arrive à respirer toute seule, etc. Et donc, finalement, on arrive à me faire comprendre, à faire croire en même temps qu'elle va pouvoir s'en sortir, en abordant donc l'idée d'un passage en soins palliatifs. Alors, comme en même temps, je m'étais quand même renseigné, j'ai vu la loi de fin de vie, j'ai vu ce que voulait dire l'arrêt des soins. Donc l'arrêt des soins, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire arrêter l'hydratation
et la nutrition artificielle. Donc en clair, c'est faire mourir les gens de faim et de soif. C'est ça que ça veut dire. Alors évidemment, les politiques favorables à cette loi expliquent qu'il y a la sédation profonde et que les patients ne meurent pas des suites de la faim ou de la soif. Enfin, de la soif en l'occurrence, où ça intervient plus tôt. Si. Du moins qu'ils n'en souffrent pas. Voilà, ils n'en souffrent pas, mais ils sont quand même bien sûr. endormis. D'ailleurs, je crois que vous l'expliquez, où vous dites... quelqu'un explique de manière très froide, on arrête l'alimentation, on arrête l'hydratation, au bout de 3 jours, les reins lâchent. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'après, il y a eu l'affaire, la fin de l'issue de Vincent Lambert, et donc il y a eu plusieurs articles dans le journal qui titraient l'arrêt des soins, mais il faut quand même aller regarder dans l'article pour s'apercevoir que c'est arrêt de la nutrition et arrêt de l'hydratation, donc la faim, la soif. Alors justement, dans ce témoignage, vous questionnez finalement ce terme de soin. Qu'est-ce qui est un soin, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on parle beaucoup de la question du transhumanisme. Alors vous faites à raison une comparaison entre des exosquelettes maintenant dont on peut équiper certains handicapés qui souffrent de troubles de la mobilité, des lunettes tout simplement, des médicaments. Tout peut être finalement considéré ensuite comme un soin pour un tiers, et donc tout peut être décidé à partir de cela. Oui, parce que le texte est en 4e de couverture, c'est la nutrition et l'hydratation artificielle sont considérés comme des soins et qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa de cet article. Donc c'est le mot artificiel. À partir du moment où on dit que c'est artificiel, pourquoi? Effectivement, les médicaments, c'est artificiel, le massage cardiaque, c'est artificiel, les béquilles, c'est artificiel. Je veux dire, c'est pas un critère artificiel. Alors, effectivement, donc, comme j'avais regardé ça j'étais informé sur la loi de fin de vie sur Internet, j'en ai parlé lors d'une de ces réunions que j'ai appelée réunion tribunal, parce que j'étais seul face à... Oui, sur le banc des accusés, presque. Et je leur dis, mais attendez, moi, je vous enferme dans la salle, je vous empêche de boire et de manger, et je vous enferme dans la salle, vous pouvez pas communiquer, vous appelez ça comment? Ah oui, mais nous sommes conscients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas conscient, on peut faire ce qu'on veut. Oui, puis alors vous interrogez là encore beaucoup le terme de conscience. Comment déterminer si une personne est consciente ou ne l'est pas? Puisque vous l'expliquiez tout à l'heure, lorsque votre épouse est dans le coma, vous lui parlez, vous lui parlez en espérant qu'elle vous entende, et ce n'est pas exclu. Personne ne peut affirmer aujourd'hui avec certitude que ce n'est pas le cas. Mais plus que ça, puisqu'il y a des personnes qui ont été dans le coma avec aucune réaction, pronostics vitaux très engagés. Et qui ont raconté, après en être revenus, donc je cite le cas d'Angèle Liéby, qui a publié un livre qui s'appelle « Une larme m'a sauvé », donc effectivement je l'avais commandé en urgence, je l'ai eu le lendemain, et comme quoi elle entendait tout, alors qu'elle était soi-disant foutue, que son mari devait aller commander le cercueil, ce qu'il est allé faire. Et elle entendait tout. On dit à l'époux d'aller chercher un cercueil avant le décès. Oui, pour que ce soit moins difficile pour lui. Enfin, bon. Question de point de vue. Oui, question de point de vue, effectivement. Et elle entendait tout. Elle se demandait si on n'allait pas venir lui enlever des organes. Et donc, en fait, il y a des tas de témoignages qui expliquent que des gens qui ont été dans des comas profonds... Et qui étaient considérés comme... Perdus. En sont revenus. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'électroencéphalogramme n'est pas le bon appareil pour juger de la présence ou pas de la conscience. Du moins pas l'unique, en tous les cas, oui. Oui, si des gens ne réagissent plus à l'électroencéphalogramme, mais qu'en même temps ils sont conscients, qu'ils entendent en plus, et qu'ils reviennent, c'est pas le bon critère. Ce qui est intéressant justement sur ce sujet, c'est que vous dites finalement... avant de découvrir la roue, on ne savait pas que la roue existait. Et avant de découvrir un outil, un appareil capable de mesurer la conscience, effectivement, on peut se féliciter de savoir qu'on sait qu'il n'y a pas de conscience juste avec l'encéphalogramme. Mais finalement, c'est peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, on ne sait pas le mesurer. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. J'explique, effectivement, si on se mettait... 200 ans en arrière, vers 1820, les gens ils trouveraient des disques noirs qui sont des vinyles, ils y trouveraient des disques brillants qui sont des DVD ou des CD. Ils ne sauraient pas ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas les outils pour pouvoir décoder. Aujourd'hui, on n'a pas d'outils, de mon point de vue, bien sûr, c'est de mon point de vue, on n'a pas d'outils pour dire il y a une conscience qui est là, qui n'est pas là. Donc après, la question qui arrive tout de suite, c'est quand est-ce que la conscience arrive, quand est-ce qu'elle s'en va? On ne sait pas.
puisqu'après on rentre sur les témoignages d'expériences de mort imminente, où des gens, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais leur conscience, à un moment, s'est éloignée, puis elle est revenue. Alors, tout au fil de ce que l'on a déjà évoqué, on sent une forme d'inhumanité dans ces personnes que vous rencontrez du monde médical. Vous dites également que les aides-soignantes sont très gentilles, sont dévouées, qu'on prodigue des massages à votre épouse justement pour la soulager, pour que ça se passe au mieux finalement. Donc bien évidemment, ce récit n'est pas tout noir ou tout blanc, bien sûr. Et puis vous le répétez, c'est un témoignage, il n'a pas vocation à avoir valeur universelle. En tous les cas, c'est ce que vous avez vécu et c'était un épisode particulièrement difficile. Comment expliquez-vous finalement, alors que l'on traite précisément du vivant, de l'humain, que l'on puisse avoir affaire à des personnes si inhumaines dans leur rapport aux autres d'un point de vue psychologique, ne serait-ce ? Il y a une part de... on ne sait pas, de mystère. C'est-à-dire que pourquoi on y arrivera peut-être, mais pourquoi ils ont arrêté les soins ? Enfin, la respiration, on va dire. Est-ce que c'est pour faire des économies ? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des croyances finalement, des croyances individuelles au sens c'est comme ça qu'on fait et puis on doit le faire, on se pose pas de questions. J'ai quand même regardé j'ai creusé pas mal de choses, des vidéos, des témoignages sur l'euthanasie. Vous-même, vous avez animé une émission donc, sur ce thème. C'est un petit peu troublant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas demandé. Et donc il y a des médecins qui sont favorables à ça. En l'occurrence, concernant votre épouse, elle n'avait pas fait de directives anticipées à ce sujet, laissant entendre qu'elle souhaitait être euthanasiée, ni vous l'avez communiqué. Non. Et d'ailleurs, justement, là, nous, on avait fait, tous les deux, d'ailleurs, on s'était inscrit au registre des refus, pour du don d'organes, refuser les dons d'organes. Et quand j'aurais présenté le document, c'était le mardi, donc ça faisait déjà jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Personne n'a réagi en disant « Ah oui, on est au courant ». Ils l'ont découvert. Ça veut dire qu'on peut penser quand même qu'un hôpital, il a toutes les autorisations pour, à partir d'un numéro de sécurité sociale, aller consulter ce registre ou ce fichier des gens inscrits au registre des refus. Apparemment, ça n'a pas été fait. Donc il y a des courts-circuits, on dirait, qui se passent et pour dire, finalement... elle n'en serait peut-être pas sortie. Alors, on peut penser... Parce qu'elle était dans un état quand même où il y avait quand même eu une longue période d'arrêt cardiaque. Une trentaine de minutes, en tout. Ce qui avait été sous-entendu, c'est qu'elle passerait, parce qu'on m'a poussé à dire oui, elle n'a plus besoin de l'aide respiratoire, on va l'enlever. Mais avec le sous-entendu qu'elle serait transférée en soins palliatifs. Sauf que le jeudi 20 décembre, quand je suis arrivé, c'était l'après-midi où ils devaient enlever l'aide respiratoire, soi-disant qu'elle n'en avait plus besoin. Alors là, j'ai constaté qu'ils avaient enlevé tous les médicaments qui étaient en perfusion, avec des seringues motorisées. Donc, alors là, ça surprend. Jusqu'aux vitamines, je crois. Même les vitamines. Alors là, d'abord, je m'en suis pas aperçu tout de suite, les vitamines. Donc, les médicaments, je m'en suis aperçu tout de suite, parce que les seringues étaient débranchées. Et donc, j'ai demandé pourquoi. On nous a demandé de le faire ce matin. Bon. Et après, je m'aperçois qu'il manque également les vitamines qui étaient également en perfusion. Je demande à l'infirmière, oui, c'est un oubli, on va les remettre. Elle les a remis. Et quand j'ai écrit ce passage, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'était prévu, c'était volontaire. Donc en fait, si vraiment on avait voulu qu'elle passe en soins palliatifs, je ne pense pas qu'on aurait enlevé ni les médicaments, ni les vitamines. On aurait enlevé l'aide respiratoire. Les palliatifs sont censés accompagner au mieux la fin de vie. Voilà, donc on aurait enlevé l'aide respiratoire. Bon, elle aurait survécu, pardon. Mais là, carrément, on a appuyé sur l'accélérateur. Voilà, on a appuyé sur l'accélérateur. Des bourreaux à l'hôpital, monsieur, pourquoi avoir voulu écrire ce témoignage, livrer ce témoignage? On a le sentiment, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, finalement, que vous êtes un peu un lanceur d'alerte parce que vous voulez faire prendre conscience aux gens qu'il faut penser à tous ces sujets qui ne sont pas forcément drôles, mais il vaut mieux en penser quand on est en bonne santé, comme on dit, et qu'il faut déjà réfléchir à tout ça parce que ça peut arriver plus vite que prévu, tout simplement. D'abord, on ne s'y attend pas, et puis je pense qu'on n'a pas les bonnes informations. Donc, découvrir, par exemple, que les soins, hydratation, l'arrêt des soins, ça veut dire faire mourir de faim et de soif. C'est ça que ça veut dire, quand même.
Même si après, il y a d'autres versions en mettant la sédation profonde, mais c'est quand même faire mourir de... Or, quand on écoute les informations, c'est pas mis en avant. On arrête les soins. Or, les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Ça veut dire, on arrête les soins. Bon, ça veut dire qu'il faut aller s'informer. Ça veut dire que l'information qu'on nous distribue au jour le jour, dans les grandes chaînes d'information, dans les journaux, n'est pas une information suffisamment précise. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut aller chercher soi-même de l'information. Ce livre en est également, par ce témoignage, et apporte de l'information aux gens, parce que j'explique aussi ce que c'est que le suicide assisté, l'euthanasie, la sédation profonde, etc. Bon, c'est des choses relativement différentes, mais si on ne sait pas, on va être confronté à des situations auxquelles on n'est pas préparé, quoi. Et donc, je pense que le message important, c'est informez-vous. Informez-vous en changeant vos sources d'information. Donc, vous faites partie aussi des sources d'information. Donc, et puis, ce livre en fait aussi partie. Alors, en plus du livre, donc, j'ai créé une page Internet qui s'appelle tout simplement desbourreauxalhopital.com, où j'ai mis plus de 40 liens qui permettent aux gens d'aller chercher des informations. Par exemple, ne serait-ce pour faire... c'est directives anticipées, c'est s'inscrire au registre ou pas des refus, puisque de base, on n'est pas inscrit. Voir des vidéos. Donc, il y a des vidéos sur l'euthanasie, dont celle où vous participez. Et puis, il y a des tas d'autres choses qui sont importantes. Il y a plus de 40 liens quand même dans cette page. Et pour se procurer ce témoignage, sur le site, on peut le faire ? Oui, bien sûr, on peut le faire sur le site. Vous pouvez aller sur le site pour trouver le livre. Rendez-vous est pris. Alors, monsieur, merci beaucoup pour votre témoignage. Bon courage, en tous les cas. Merci. D'avoir livré avec vérité ce qui vous est arrivé. Merci beaucoup. Merci à tous.